Bonsoir, on se retrouve comme tous les mercredis sur Europe 1 et sur iTélé. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Arlette. Invité de cette émission, la dernière de ce genre, puisqu'ensuite nous sommes dans la stricte égalité et nous allons nous quitter pendant presque un mois. Invité donc Marine Le Pen, bonsoir. 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 Alors ça y est, vous êtes une Voilà, vraie candidate. Enfin. Ce fut dur. Le combat fut difficile et contrairement à ce que disent quelques éditorialistes, jusqu'au dernier moment, incontestablement, l'UMP aura tout fait pour tenter de nous empêcher de les avoir. C'est-à-dire que l'UMP, vraiment, à votre avis, a menacé des élus. Vous confirmez cette accusation ce soir? Oui, moi j'ai menacé des élus en disant qu'il ne faut pas signer, il ne faut pas parler de Marine Le Pen. J'ai des éléments extrêmement précis de pression directe qui ont été effectuées sur des élus par des responsables, des patrons de département, des présidents de conseil général, etc., etc. Mais pour vous, dans votre esprit, la logique c'était de vous empêcher complètement d'être à l'élection présidentielle ou de vous retarder le plus possible pour mobiliser votre énergie ailleurs et je pense que vous bisutez un peu quand même. Non, je pense que dans leur esprit, le mieux aurait été que je sois absente parce que ça permettait à Nicolas Sarkozy d'être sûr, d'être au second tour. Il a toujours dit, lui, qu'il pensait qu'il était normal qu'un mouvement comme le vôtre soit représenté par un candidat. Oui, bien sûr, mais il y a ce qu'ils disent sur les plateaux de télévision et puis il y a les consignes qu'ils donnent quand ils sont sur le terrain. Et comme d'habitude, il y a une grande différence entre les deux. Et puis, à la limite, le moins pire, ça permettait de freiner ma campagne. Ça a d'ailleurs été le cas, très objectivement. Je l'ai senti, moi, l'inquiétude qu'ont eu mes électeurs de ne pas pouvoir voter pour moi, de se dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais elle n'est pas là, la dépense d'énergie considérable qu'a été cette recharge des parrainages, le blocage financier qui en a résulté, qui m'a obligé à repousser l'impression de documents, à supprimer un certain nombre de meetings. Bon, tout cela avait pour objectif de me freiner, mais voilà, ça n'a pas marché. Des freins politiques, au fond, des freins de votre propre machine, parce qu'en 2007, c'était aussi plutôt des dysfonctionnements internes qui faisaient que ça avait été difficile. Non, mais tout ça est totalement faux, et d'ailleurs, on se fait donner des leçons d'efficacité en matière de recherche de parrainage par des gens qui ne les ont jamais cherchés, d'ailleurs. Parce que l'UMP n'a jamais eu à chercher un parrainage, le Parti Socialiste n'a jamais eu à chercher un parrainage, et tous vos confrères qui sont venus nous suivre, que ce soit pour écouter nos militants téléphoner, ou que ce soit sur le terrain, se sont rendus compte que cette recherche est un véritable cauchemar. Enfin, je veux dire, physiquement, matériellement, c'est très compliqué. Et on a l'impression d'être obligé d'aller, mendier des parrainages. Alors, on le fait parce qu'on considère que notre pays le mérite. Mais incontestablement, il n'y a pas d'égalité, du coup, entre les candidats, ça c'est sûr. Est-ce que c'est quand même pas le signe d'un certain échec de la dédiabolisation que vous avez voulu? C'est qu'au fond, même si vous faites des efforts, vous restez quand même qu'un personnage un peu différent, un peu à part. Donc c'est un échec de la volonté que vous avez mise en œuvre pour dédiaboliser le Front National. Formellement à cette analyse, mais formellement. D'abord, c'est la conséquence de deux choses majeures. La première, c'est qu'il n'y a pas de proportionnel dans notre pays. S'il y avait une véritable démocratie, le Front National aurait des centaines d'élus. Et par conséquent, il n'aurait pas besoin de galérer comme il le fait pour aller chercher les parrainages. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, ça n'est pas l'échec de la dédiabolisation, c'est un système où persiste, perdure et même se développe un terrorisme intellectuel. Les grands partis du système font peser dans notre pays un véritable terrorisme intellectuel à l'égard des maires de petites communes, terrorisme d'autant plus facile à mettre en œuvre que les communautés de communes, les communautés d'agglomération qui sont maintenant devenues obligatoires, ne permettent plus aux maires des petites communes d'avoir une autonomie totale. Mais pourtant, juste pour terminer là-dessus, au fond, vous dites qu'il y a un terrorisme intellectuel, mais les deux candidats maintenant disent on mettra de la proportionnelle après l'élection présidentielle. Donc ça veut dire que ça devrait maintenant vous favoriser. Écoutez, la proportionnelle après, mais on nous a déjà fait ce discours-là en 2007. Il y a déjà eu des promesses. Et combien de proportionnels? Quand on dit un petit peu de proportionnel, 10-15%. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh, mais Seigneur, mais quelle générosité à l'égard du bas peuple que de lui accorder quelques élus pour représenter des millions de Français, quand on s'aperçoit aujourd'hui que le Parti communiste, quand il se présente seul à des élections, fait largement moins
que le Front National et a pourtant, lui, des députés à l'Assemblée. On voit bien, encore une fois, que ce système n'est plus un système démocratique et qu'il est incontestablement en bout de course. Alors, vous avez dit hier, c'est que la campagne commence vraiment pour vous. Alors on va se dire, voilà, vous êtes élu présidente de la République. Et une question qu'on se pose, c'est vous gouvernez avec qui? Est-ce que c'est un gouvernement que vous allez former 100% Front National? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers d'autres personnalités siégeant dans d'autres partis aujourd'hui ou des personnalités de la société civile? Oui, bien sûr. Moi, je suis pour un... Je pense que la France est dans une telle situation qu'un gouvernement de rassemblement national n'est absolument pas inenvisageable. Ce serait même logique, d'ailleurs, au moment où le vrai choix est entre la nation et le mondialisme. C'est-à-dire, soit on continue la fuite en avant dans l'Europe de Bruxelles, c'est ce que j'ai appelé, moi, la dictature européenne, soit on retrouve les éléments de notre liberté et de notre souveraineté. Et dans ces conditions-là, on peut parfaitement voir arriver à nous, comme ça a d'ailleurs déjà été le cas, des souverainistes de gauche, des souverainistes de droite, des patriotes, quelle que soit leur origine politique, qui se refusent à abandonner ce qu'ils considèrent comme étant le dernier bien du peuple, à savoir sa liberté. Est-ce que pour vous, il y a une personnalité qui s'impose ou à laquelle vous pensez pour tout simplement occuper le poste de chef du gouvernement? Oui, bien sûr, il y a une ou deux personnalités auxquelles je pense, mais il faut attendre les élections pour cela, et notamment aussi les élections législatives. Je crois qu'il est important aussi de respecter, et en tout cas moi je le fais, la forme de la cinquième. Elles sont à gauche, à droite? Où est-ce qu'on trouve ces personnes-là? Où est-ce que vous les trouvez? À gauche et à droite? À gauche et à droite, mais d'ailleurs, j'ai aucun complexe à vous le dire, puisque je crois que dans les 2 dernières années, il y a autant de nouveaux adhérents qui viennent de la droite que de nouveaux adhérents qui viennent de la gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ne se reconnaissent plus. La droite traditionnelle, celle qui était fondée sur un certain nombre de valeurs, a complètement disparu, ou en tout cas elle est complètement inaudible. Elle a été remplacée par la droite affairiste. Quant à la gauche qui défendait un certain nombre de valeurs, notamment les travailleurs, elle aussi a explosé en vol et est devenue elle aussi ce que j'ai appelé la gauche affairiste, puisque aujourd'hui la droite et la gauche se seront complètement soumis au marché financier et à leur grand prêtre, en fait. Ce que vous dites sur les législatives, ça veut dire que le Front National présentera des candidats partout? Partout. Objectif, battre la droite? Le Front National, le rassemblement que nous allons mettre en œuvre, dans lequel il va y avoir aussi des candidats. Partout. Quel est l'ennemi? En fonction de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire l'UMP m'a essayé de m'empêcher d'être candidate, vous dites la cible c'est Nicolas Sarkozy et la cible c'est l'UMP? Vous parlez d'un rassemblement, il n'y a pas d'ennemi. D'ailleurs, d'abord je vais faire un rassemblement, parce qu'il y a déjà des candidats qui sont investis, qui sont des candidats qui ne sont pas du Front National, qui sont des personnalités qui nous ont rejoints. Il y aura des candidats du ciel, qui est le mouvement de Paul-Marie Couteau, qui réunit des souverainistes. Et puis après tout, selon les résultats des élections présidentielles, il y aura peut-être d'autres personnes qui voudront rejoindre cette plateforme aux législatives. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'ennemis, c'est que le principe d'une élection, c'est quoi? C'est de se présenter pour être élu, pour appliquer ses idées. C'est ça, moi, qui est mon moteur. C'est pas de faire battre les uns ou de faire battre les autres. Je n'ai aucun intérêt ni à l'un ni à l'autre. Peut-être à la différence de tous les autres candidats. Parce que M. Mélenchon veut faire gagner M. Hollande, il appellera à voter pour lui parce qu'il pense qu'il pourra être ministre. Monsieur Dupont-Aignan ne dit trop rien, mais enfin, je remarque quand même que législatif dans sa circonscription, il n'y a pas de candidat UMP. J'en conçois donc qu'il y a quand même eu un accord qui a été passé. Mais vous, alors, etc. proposer des accords? Moi, je n'attends rien ni de l'un ni de l'autre. Je n'ai rien à vendre. Je ne suis pas à acheter. Je suis là pour défendre des idées. Et je les défendrai jusqu'au bout. Pas à vendre, pas à acheter, mais peut-être là pour récupérer peut-être une partie de la droite qui pourrait évoluer. Vous dites même c'est éclaté en cas de... Monsieur, le combat politique, c'est ça. Le combat politique, c'est d'arriver... Moi, mon but, c'est pas de séduire, c'est de convaincre. Par conséquent, si aujourd'hui je suis par exemple, à 20%, admettons, allez, disons cela, évidemment, mon objectif, c'est d'arriver à 50% plus une voix pour, non pas prendre le pouvoir, comme ils l'ont fait, mais exercer le pouvoir, avec le mandat que m'ont donné mes électeurs.
mettre en place les idées pour lesquelles j'ai été élu. Mais dans un premier temps législatif, est-ce que vous allez par exemple proposer des accords de désistement dans les circonscriptions où la droite serait mise en difficulté par le Front National et joue des désistements avec qui, monsieur Darmon? Avec la droite. Il dit accord UMP-FN, c'est ça qu'il dit. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas contre la gauche? Mais voilà. Monsieur, ça n'a pas de sens. Quel UMP? Oui. Je veux dire, il n'y a plus d'UMP, permettez-moi. Il y a une sorte de conglomérat de gens qui n'ont strictement rien à voir les uns avec les autres, qui ne pensent pas du tout la même chose. À l'UMP, sur chaque sujet, il y a les pour, les contre, les bien, au contraire. Quel est le rapport, est-ce que vous pouvez me dire, entre quelqu'un comme Ciotti et quelqu'un comme Nathalie Kosciusko-Morizet, quoi? Il y en a un qui est presque à l'extrême droite et l'autre qui est à gauche. Bon, vous, la droite va exploser. Non mais, je crois qu'il n'y a plus de cohérence. Il n'y a qu'une seule chose qui fait tenir ces gens ensemble. C'est l'idée de conserver le pouvoir. S'ils perdent le pouvoir, que ce soit au premier tour ou au deuxième tour de l'élection présidentielle, chacun ira vers celui qui représente le mieux ses idées. Or, je tiens qu'à l'UMP aujourd'hui, c'est encore une fois l'association de la carpe et du lapin, et qu'il y a énormément de gens à l'UMP qui se sentent beaucoup plus proches des idées défendues par Marine Le Pen que des idées portées par M. Copé ou par Mme Nathalie Kosciusko-Morizet. Alors on viendra dans la dernière partie de l'émission un peu sur la campagne. Si vous êtes élu, la première mesure que vous prenez, la première décision, la première loi que vous faites voter par le Parlement, la première décision que doit prendre votre gouvernement? La réforme de la Constitution par référendum. Le référendum, il a lieu, vous dites, comme François Bayrou, le jour du premier tour des législatives. Très rapidement. La première chose, c'est ça. Mais avec quelle question? Pour retrouver, en proposant une nouvelle constitution aux Français avec toute une série de mesures, par exemple l'introduction, la République ne reconnaît aucune communauté, l'instauration de la priorité nationale, c'est-à-dire la possibilité d'accorder une priorité d'accès à l'emploi, au logement et à toute une série d'aides sociales aux nationaux français. Il y a comme ça toute une série de mesures qu'il va falloir mettre en œuvre pour retrouver en réalité... Offensive référendum après les propositions de référendum de Nicolas Sarkozy. Pardon? Et vous dites aussi, je ferai des référendums. Non, écoutez, monsieur Darmon, soyons sérieux, quoi. Très honnêtement, à un moment donné, on peut tout dire, mais on ne peut pas dire que le Front National n'a pas, depuis 20 ans, proposé une république référendaire. En 2007, on a proposé une république référendaire. En 2002, on a proposé une république référendaire. En 1995, on avait même préparé la 6e république. Vous voyez que M. Montebourg, décidément, n'a rien inventé. Et que le Front National, en tant que boîte à idées, continue à nourrir un certain nombre de responsables politiques. Mais parce qu'il y a une cohérence chez nous, M. Darmon. C'est pas juste comme ça un gadget, le référendum. C'est parce que nous pensons que le peuple, le seul souverain légitime, c'est le peuple. Et que c'est à lui qu'il faut rendre le pouvoir au moment où le pouvoir a été capté par d'autres. Bon. Par conséquent, le référendum d'initiative populaire, pour lequel nous plaidons depuis des années et des années, est effectivement une priorité. Mais pas 4 millions de gens, pas 4 millions plus 350 députés, non. 500 000 Français doivent pouvoir soumettre une question qui touche à l'intérêt général, au vote de la population française. Dans votre proposition, dans votre référendum, il n'y a pas de cumul des mandats, par exemple? C'est la fin du cumul des mandats? Exemple? C'est la fin du cumul des mandats exécutifs. Exécutif. Oui. Ouais. Parce qu'en réalité, il y a une grosse hypocrisie, c'est que personne ne dit qu'ils s'expriment tous contre le cumul des mandats, mais tous ils cumulent des mandats exécutifs. Alors, je pense qu'on ne peut pas cumuler effectivement des mandats exécutifs. Et il y a des mandats qui, à mon avis, ne doivent pas être cumulés avec d'autres. Je pense par exemple à un député. Le député est là pour voter la loi et par conséquent, il ne doit pas être là pour défendre tel ou tel territoire. Il est là pour défendre l'ensemble de la nation et les intérêts de l'ensemble des Français. Faut retirer le mot race de la Constitution? Je veux pas. Enfin, s'il n'y a plus de race, il n'y a plus de racisme. Enfin, on retire le mot race d'un article qui dit que nous sommes tous égaux, quelles que soient les races, les religions, etc., etc. Je trouve cette proposition absurde. Le seul intérêt que j'y vois, c'est la disparition de SOS Racisme. Ça, effectivement, du coup, ça me ferait plaisir. Parce que s'il n'y a plus de race, il n'y a plus de SOS Racisme. Alors, on va marquer une première pause. On se retrouve pour la suite, c'est-à-dire le programme de Marine Le Pen.
Voilà, deuxième partie d'Expliquez-vous, c'est toujours mercredi. Nous sommes mercredi, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Et nous sommes sur iTélé et Europe 1 et avec une candidate, Marine Le Pen. Et avec maintenant son programme qu'on va aborder, en particulier en parlant de l'Europe. Et en se rappelant aussi les propos de Nicolas Sarkozy à Villepinte, qui lui propose de renégocier Schengen. Il vous fait les poches ? Mais moi, j'appelle les Français à essayer de trouver la cohérence du programme de Nicolas Sarkozy. Parce que moi, je veux dire que je défende la maîtrise des frontières, que je défende le Small Business Act, tout ça est parfaitement logique. Moi, je défends la souveraineté nationale. Et lui aussi, non? Il a le droit de faire la même chose que vous, non? Mais non, il ne défend pas la souveraineté nationale. Lui, il a inscrit dans le marbre l'abandon de la souveraineté au bénéfice de l'Europe. Donc, à un moment donné, il faut juste choisir, qui choisisse. Mais il ne peut pas un coup la barre à droite, un coup la barre à gauche, comme ça, parce que sinon, ça fait comme ça et ça donne mal au cœur. Vous voyez, on ne sait plus où on va. Si on Donc, moi, Schengen, les choses sont claires. Moi, sur les frontières, il y a des discussions en ce moment en Europe pour effectivement modifier l'application des accords de Schengen. Quand je suis allé à Lampedusa, quand j'ai tiré la sonnette d'alarme sur l'immigration clandestine, quand j'ai demandé à suspendre Schengen, l'UMP m'est tombé dessus en disant « Comment pouvez-vous remettre en cause la libre circulation qui est le fondement de la construction européenne ?» Alors il faut savoir, moi je suis cohérente, pugnace, j'ai une ligne et je m'y tiens. Je veux que les Français aient la maîtrise de leurs frontières, quel que soit le domaine. Je veux qu'ils puissent décider qui entre et qui se maintient sur le territoire. Je veux qu'ils ne soient pas obligés d'accepter des étrangers clandestins qui auraient été régularisés par je ne sais quel pays d'Europe et qui du coup pourraient venir s'installer en France en bénéficiant d'un système de protection sociale que je trouve beaucoup trop généreux. Je pense qu'il faut qu'on maîtrise nos frontières en matière de circulation des capitaux, en matière de circulation des produits. C'est la raison pour laquelle je veux mettre en place un protectionnisme intelligent pour pouvoir, avec des droits de douane ou des contingentements, protéger nos secteurs économiques de la concurrence internationale. De la même manière, je suis pour la priorité nationale. Je suis pour que les Français bénéficient de la priorité nationale à titre individuel, mais aussi pour que nos entreprises profitent de la priorité nationale. Il faut aller plus loin que le European Act que propose Nicolas Sarkozy. En gros, acheter français pour la fonction publique, les marchés publics, pardon, qu'on achète d'abord européen. Il faut aller plus loin que ça. Oui, je voudrais qu'on achète d'abord français. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a de telles divergences économiques dans l'Union européenne que... On mettra ça aux frontières de l'Europe, qu'on ne réglera pas le problème de la concurrence déloyale qui nous est faite par des pays de l'Est qui sont à très bas coût de main-d'œuvre. Donc, je veux dire, on se retrouvera toujours avec cette concurrence qui est une concurrence déloyale, avec des normes sociales qui ne sont pas les mêmes. Demandez aux routiers ce qu'ils en pensent. Demandez à toute une série de secteurs économiques qui voient arriver une concurrence d'entreprises qui sont des entreprises des pays de l'Est, qui payent très peu leurs ouvriers, qui n'ont pas les mêmes respects du nombre d'heures de travail et contre lesquels ils ne peuvent pas, évidemment, être concurrentiels. Donc ça ne réglera pas ce problème-là. Et c'est là où je vous dis que Nicolas Sarkozy a un problème de cohérence. Alors, c'est normal, parce qu'en réalité... il gouverne au sondage, si vous voulez. Il y a un sondage qui arrive qui dit « Ah, les Français sont pour le protectionnisme ». Alors à ce moment-là, il dit « Ah ben oui, moi je suis pour le protectionnisme ». Sauf que ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a dit depuis 5 ans et des traités qu'il a imposés aux Français et du traité de Lisbonne que les Français avaient raison de rejeter. Ils avaient eu raison et que Nicolas Sarkozy leur a imposé avec toujours la complicité de la gauche, parce que quoi qu'on en pense, les uns et les autres ont quand même la même politique. Marine Le Pen, on écoute aussi vos analyses, mais les Français qui souffrent de la crise et qui craignent du chômage ou qui en souffrent d'ores et déjà, attendent aussi des solutions. Comment vous faites pour à la fois lutter contre les déficits, favoriser le retour à la croissance ? On va vous dire, pardonnez-moi une seconde, pardonnez-moi de vous interrompre. Si on ferme toutes les frontières, il y a des échanges. Ça veut dire, on dit, comme d'habitude, on vous dit, mais c'est l'autarcie, on vit sur nous-mêmes, on n'achète plus rien. Mais ça, c'est une caricature. C'est une question. Non. Caricaturale, si vous voulez. Non, mais je veux dire, c'est une caricature qui est faite, c'est pas une accusation à votre encontre. C'est une caricature qui est faite pour faire peur aux gens. Excusez-moi, mais la France a toujours maîtrisé ses frontières. La France a toujours commercé. Ça n'est pas parce que nous avons notre liberté monétaire que nous frappons notre monnaie. Droits de douane, les képis, c'est ça. Oui, bien sûr, mais oui, on va remettre des douaniers. Voilà. Parce qu'en ouvrant les frontières totalement, en ne les maîtrisant plus, on a fait face à l'immigration clandestine
clandestine massive, à la multiplication de la criminalité. Parce que croyez-moi, il n'y a pas que les gens qui traversent les frontières. Il y a aussi les criminels, il y a aussi les réseaux, il y a aussi la drogue, il y a aussi des produits qu'on importe dans notre pays et dont on ne maîtrise pas le niveau de sécurité pour les consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on fait ces contrôles, par exemple, sanitaires, a posteriori. Alors quand il y a un ou deux morts, on se dit, ah bah là, oui, il faudrait peut-être regarder ce qu'on a importé comme produit. Mais moi, je veux que ces contrôles se fassent a priori et pas a posteriori, etc., etc. Donc la frontière, c'est une protection. On l'ouvre, on la ferme, on l'entrouvre en fonction de nos intérêts. On ferme, pardonnez-moi, les frontières avec l'Allemagne, parce que c'est quand même un gros client pour la France. Mais il y a pas, on se dit, on met des droits de douane entre la France et l'Allemagne ? Mais non, justement, puisque nous avons le même système économique. Les droits de douane ont pour vocation de répondre à une concurrence déloyale, à ce qu'on appelle un dumping social, ou un dumping sanitaire, ou un dumping monétaire. Par rapport à un pays qui a à peu près le même niveau économique que nous, même si ce n'est pas exactement le même, mais à peu près le même, il n'y a pas à mettre de droits de douane. C'est l'ex-Europe de l'Est, pour faire simple. Oui. Mais pas obligatoirement. On va voir, on va mesurer, on va regarder, on va voir sur quels produits. Il y a des produits, par exemple, qui sont fabriqués dans un certain nombre de pays européens, qui sont des produits où, manifestement, sur ces produits-là, on nous crée une concurrence qui est déloyale. Par exemple, excusez-moi, vous prenez une entreprise française comme Peugeot PSA qui est installée en Europe de l'Est, qui fabrique des voitures. Vous lui dites d'arrêter de sortir ? Non. Il y a qu'un malheur, c'est qu'ils nous ont menti. Avec l'accord du gouvernement. Ils nous ont expliqué qu'ils allaient fabriquer la Dacia dans les pays d'Europe de l'Est, mais surtout, il ne fallait pas qu'on s'inquiète parce qu'ils ne la vendraient jamais en France. Et puis pour finir, ils l'ont fabriquée en Europe de l'Est et ils la vendent en France. Et ils arrivent à faire à l'égard d'eux-mêmes, à l'égard des salariés de leur propre entreprise française, une concurrence déloyale. Ce que je trouve ignoble. Alors, ils fabriqueront la Dacia en Europe de l'Est, mais lorsque la Dacia reviendra, elle sera taxée à la frontière. Donc ils n'auront plus aucun intérêt à aller la fabriquer en Europe de l'Est et ils viendront la refabriquer en France parce que moi, mon but, c'est de donner de l'emploi. Or, la création d'emplois, j'en ai vu nulle part dans les programmes des autres candidats. J'ai vu des pansements contre le chômage, j'ai vu, je sais pas quoi, une espèce de course à je ne sais quel riche qui partirait, etc., mais qui représente en réalité un problème minuscule. Le vrai grand problème de la création de valeur en France, de la création d'emplois en France, elle n'est soulevée par personne et pour cause, parce qu'elle ne passe évidemment que par un patriotisme économique, un patriotisme social auquel ils sont en fait allergiques. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, ArcelorMittal? Il y a toujours les usines, etc. Il y a un point d'interrogation sur l'avenir d'ArcelorMittal. Jean-Louis Borloo dit pourquoi pas nationaliser. Vous envisagez des mesures de nationalisation pour des entreprises étrangères qui envisageraient de fermer? Enfin, le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir... Enfin, je veux dire, il faut arrêter de raconter aussi des mensonges aux Français. On ne va pas pouvoir nationaliser toutes les entreprises qui vont mal. Parce qu'il y a une chose que je dois vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je me souviens encore de l'image, de la photo en une du Parisien de Nicolas Sarkozy et de M. Mittal en train de se taper dans les mains comme on fait en banlieue, vous savez. Bon, hein. Donc là encore, on nous a beaucoup raconté on nous a beaucoup raconté de coups. Il y a toute une série de plans sociaux, Madame Chabot. Il y a toute une série de plans sociaux qu'on a demandé de retarder après la présidentielle. Voilà. Clairement, je le dis, je ne suis pas la seule à le dire, un certain nombre de journaux économiques l'ont dit, un certain nombre de syndicalistes l'ont dit. Il y a des représentants du gouvernement qui ont contacté des grandes sociétés en leur demandant de repousser les plans sociaux qu'ils s'apprêtaient à faire. Ça veut dire que si... Dans quelles entreprises, à votre connaissance? Bon, il y a la FNAC, déjà, on le savait. Areva, paraît-il, et d'autres. Bon, et donc, ce sont des milliers d'emplois qui vont tomber, qui sont en tout cas prévus. Mais l'État peut intervenir pour sauver des emplois d'entreprises. On dit nationalisation parce que c'est un terme assez facile, mais on peut injecter de l'argent public. Oui, mais le problème, on peut injecter de l'argent public. Il faut que, d'abord, dans une vision stratégique. Mais ça ne sert à rien de vider la mer avec une petite cuillère. Ce que je veux dire, c'est que si on ne protège pas nos frontières et si on laisse la concurrence déloyale continuer ainsi et que nos entreprises tombent les unes après les autres, on va bien pouvoir venir les aider, mais les aider à quoi? Puisque par définition, on les laissera face à la concurrence déloyale. Puisque par définition, l'ouverture totale des frontières est une incitation à la délocalisation. Donc tant qu'on ne coupe pas le flux des délocalisations et le flux de cette concurrence déloyale, eh bien, l'injection d'argent ne servira à rien. Donc, si je comprends bien, la réponse à la question comment faire pour faire venir la croissance, votre réponse, c'est on ferme les frontières. Non, on maîtrise les frontières. On maîtrise les frontières
Et puis, permettez-moi, mais on retrouve notre liberté monétaire. Parce que tant qu'on aura un euro à 1,30 $, on est mort. On est mort. Il y a deux monnaies avec vous ou il n'y a plus qu'une monnaie au retour au franc? Non, il y a deux monnaies. Une monnaie commune, euro-monnaie commune. Et chaque pays retrouve sa monnaie nationale. Pourquoi? Parce que vous voyez bien qu'en matière de compétitivité, il n'y a que deux moyens de retrouver une compétitivité. Soit on retrouve un niveau, une monnaie qui a un niveau inférieur et qui nous permet d'être compétitifs et de relancer les exportations, soit eh bien, on baisse les salaires et on effondre le système de protection sociale. C'est ce que fait la Grèce, c'est ce que fait l'Italie, c'est ce que fait le Portugal, c'est ce qu'oblige à faire la Troïka, BCE, FMI, Commission européenne. Et le coût du travail, ça peut être aussi un levier. Baisser le coût Mais c'est pas suffisant, monsieur. C'est pas suffisant. Comprenez? C'est que demain, même dans certains secteurs, même si on supprimait toutes les charges, imaginons qu'on supprime toutes les charges patronales, ça ne suffirait pas à être compétitif avec des pays qui payent 30 $, pas euros, hein, 30 $, 20 € par mois, leurs ouvriers comme le Bangladesh, ou même comme les ouvriers, par exemple, agricoles marocains, ils sont payés 5 € de l'heure. Vous voyez? Donc même s'il n'y avait pas de charge, on ne pourrait pas être compétitif. Il y a quelques mois, vous disiez l'euro ne va pas tenir. L'euro ne va pas tenir. Vous continuez à dire ça parce qu'on a plutôt que l'impression que la monnaie est sauvée, que les pays petit à petit se redressent. La Grèce a son argent. Non, la Grèce, elle se redresse pas. Permettez-moi, Madame Chabot, elle s'enfonce. Elle s'enfonce, non. Donc l'euro va disparaître, vous continuez à dire l'euro va disparaître. Mais oui, bien sûr, c'est un phénomène qui est mécanique. Mais ils ont gagné du temps. Il vous a pas échappé que la Banque Centrale Européenne, en contournant d'ailleurs... Injecté de l'argent, oui. Oui, en contournant les traités européens qui nous ont eux-mêmes imposés. Hein. Alors, les traités, c'est incontournable, sauf quand eux le décident. Elle a injecté pas de l'argent, elle a injecté 1000 milliards d'euros en l'espace de 2 mois et demi. 1000 milliards d'euros pour tenter de sauver le système bancaire et en fait de gagner du temps. Le problème, c'est que derrière ces 1000 milliards d'euros, il y a les pays. S'il y en a un qui tombe, ou deux ou trois, eh ben, on va venir nous dire, bah, écoutez, maintenant, il va falloir payer l'addition. Et cette addition-là, croyez-moi, elle va être terrifiante. Une mesure pouvoir d'achat, je lis, vous promettez de faire baisser le litre d'essence de 20 centimes. Non, mais je ne promets pas, je vous l'affirme. D'accord, donc c'est un gros manque à gagner quand même pour l'État au moment où il faut... Non, pas du tout, parce que je vais créer une taxation... Je vais créer une taxation exceptionnelle sur les grandes compagnies pétrolières et gazières. C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne, quelques semaines après que je l'ai proposé, au mois d'avril dernier d'ailleurs. Vous voyez, parce que ça date pas d'hier, cette proposition. Ça fait longtemps que les Français voient monter le prix de l'essence de manière absolument insupportable. Voilà, on baisse de 20% la taxe sur l'essence, parce que les Français doivent toujours avoir en tête que 60% du prix à la pompe, ce sont quand même des taxes qui sont... Bon. Et moi, je tiens quand même à dénoncer l'hypocrisie que je trouve assez indigne de la part des socialistes sur ce sujet du coût de l'essence, puisque je rappelle qu'il y a quelques semaines, toutes les régions socialistes, avec d'ailleurs le vote des UMP, des Verts, des Modem, etc., ils ont voté l'augmentation de la part régionale de la TIPP au maximum. Le seul parti qui s'y est opposé, c'est le Front National. Alors on ne peut pas augmenter la TIPP dans les régions et proposer au niveau national de bloquer les prix. Ça, c'est une malhonnêteté. Puisqu'on est à parler d'essence, si j'ose dire, ou de carburant, le Qatar qui prend 2% du capital de Total. Écoutez, ça fait... bien ? Non, c'est pas bien, non. Ça commence à bien faire. Ça fait des semaines maintenant que je tire la sonnette d'alarme en disant que ce petit pays, du fait de son amitié avec le président de la République, est en train de prendre des participations dans des secteurs qui sont des secteurs stratégiques. Il n'y a pas que là d'ailleurs. Ils ont aussi racheté des filières de Dexia. Ils ont voulu, notamment, ils se sont mis sur dans les starting blocks pour racheter Uramine. d'Areva, etc. Voilà, ce petit pays investi dans des banlieues... Pardon ? Pour quel projet ? C'est quoi le projet pour vous de... je ne sais pas quel est l'objectif du Qatar, c'est quoi ? D'être puissant, oui, présent. Bien sûr. Le projet, c'est d'être incontournable et d'imposer sa volonté, et notamment sa volonté géopolitique. Donc, dès que un pays prend trop d'importance dans le nôtre et que l'influence d'un pays prend trop d'importance dans le nôtre, il faut être vigilant. Et particulièrement lorsque l'on sait que le Qatar a financé les djihadistes libyens et est actuellement en train de financer les frères musulmans
musulmans un peu partout dans le monde. Oui, les investissements du Qatar, quels qu'ils soient, m'inquiètent, et particulièrement ceux qui sont faits dans la banlieue, non pas à raison des difficultés de la banlieue, mais parce qu'ils ont là, et ils l'ont dit, des Français musulmans, et c'est ça qui les motive. Je trouve ça glaçant. Alors, deuxième pause de cette émission, et on se retrouve pour la troisième partie d'Expliquez-vous. Dernière partie d'Expliquez-vous sur Europe 1 iTélé. L'invité de ce soir est toujours Marine Le Pen, candidate à l'élection présidentielle. On est vraiment sûr depuis hier, avec le dépôt des 500 parrainages. Il y a une course à l'échalote sur la taxation des riches. Vous y participez, 75% pour ceux qui sont au-delà d'1 million d'euros de revenus, dit François Hollande. Derrière, Nicolas Sarkozy propose, lui, de taxer les exilés fiscaux. Et vous dites quoi? Vous me direz, Mélenchon propose de les pendre. Donc, à peu près. Hein. Bon, bah, qu'est-ce qui vous reste? Qu'est-ce qui vous reste? Voilà. Non, mais encore une fois, ça prouve que tous ces gens n'ont absolument aucune vision pour l'immense majorité des Français. Parce que ça fait quand même toute la campagne. Riches, ça marche, ça, non, mais attendez, écoutez, ça fait toute la campagne qu'on est sur ces 75%. Ça représente 300 000 personnes. Et encore, je suis gentil, à mon avis, moins que ça. On est 65 millions. D'accord, de Français. Donc c'est des magos. Alors qui s'occupe de ces 300 000 personnes? Et moi, je vais m'occuper de l'immense majorité silencieuse. Et mon objectif n'est pas de pourchasser je ne sais qui. Mon objectif, c'est redonner du pouvoir d'achat d'abord aux classes moyennes. Vous voudrez un peu plus de justice, peut-être. C'est cette majorité silencieuse qui peut-être veut un peu plus de justice et dit oui, peut-être les riches devraient être. Monsieur, cette majorité silencieuse, elle veut qu'on arrête de l'écraser d'impôts. Alors, elle se moque de savoir comment. Je veux dire, est-ce qu'on va faire ça, 75%? Non, elle veut qu'on lui dise, voilà, vous, ce que je leur dis moi, je vais mettre en place un impôt progressif pour que vous payiez, vous, moins d'impôts, parce que c'est vous qui payez tout en ce moment. Les classes moyennes, elles payent le plus d'impôts. Elles n'ont jamais droit à aucune aide sociale. Bon, elles payent intégralement la colonie de vacances des petits. Elles payent plein pot la cantine. Elles payent plein pot les activités extrascolaires. Elles payent plein pot leur électricité. Elles payent plein pot leur gaz. Elles payent plein pot tout. Bon. Les classes moyennes, c'est quel? Les classes moyennes, bah, écoutez, c'est simple. Celles qui sont trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres. Mais ça fait combien en chiffres? Oui. Oh, bah à mon avis, ça fait. À mon avis, ça fait des millions. 500 euros par mois, 2000 euros par couple. Ah, ce sont des gens qui sont entre 2000 à 4000 euros pour un foyer. Mais ça ne veut rien dire, un foyer. Un foyer quand vous n'avez pas d'enfants et un foyer où vous avez 4 enfants, ça change. Non, mais voyez ce que je veux dire, ça veut rien dire. Quand vous avez 4 enfants, permettez-moi de vous dire que voilà, ça coûte de plus en plus cher. Ce que je veux dire, c'est que ce sont eux qui ont le sentiment qu'ils travaillent, qu'on les taxe, qu'on les pressure et qu'ils n'ont droit jamais à rien. Ils rentrent jamais dans les cases. Vous montez l'impôt des autres, des plus riches quand même. Vous allez juste j'ai fait une tranche à 46%. Mais il y a des mesures beaucoup plus rapides à faire et justes. Pourquoi est-ce que Monsieur Hollande ne dit pas qu'il va mettre fin, par exemple, au retrait de l'ISF du calcul des œuvres d'art, alors que l'on sait que c'est une mesure socialiste scandaleuse? Pourquoi est-ce qu'il ne dit pas qu'il va mettre fin au fait, à la taxation minime de la plus-value sur la vente, la revente des œuvres d'art? Voilà une mesure qui serait juste. Parce que les experts disent qu'il n'y aurait plus d'œuvres d'art en France et ce serait dommage. C'est cela, oui, bien sûr. Et puis c'est pour ça que M. Mang se fait payer en œuvres d'art, lui. Hein, voilà, comme ça, ils ont compris le système. Ça rentre pas dans l'ISF. Bon, faut arrêter de prendre les gens quand même pour des benets. Donc vous réintégrez. Pourquoi est-ce que M. Sarkozy, plutôt que de nous faire une course à je ne sais qui là, à Mme Bettencourt peut-être, j'imagine, pourquoi ne propose-t-il pas la suppression de la niche Copé, qui a coûté des milliards au bénéfice des grands groupes, alors même que les PME, les TPE, les commerçants, les artisans, ils sont en dessous du niveau de la mer, ils n'arrivent plus à respirer. Voilà, ça, ce sont des mesures immédiates de justice fiscale. Mais vous qui êtes attaché à la nationalité, à la France, ceux qui vont s'installer ailleurs pour ne pas payer d'impôts, si on leur retire la nationalité au bout d'un moment française, vous ne trouvez pas ça assez logique au fond? Le patriotisme, ça existe aussi en matière fiscale. Écoutez, très honnêtement, moi je veux bien être très dur avec les Français. Ouais. Mais ça se fait aux États-Unis, ça serait très dur avec d'autres. Hein, parce qu'avant, encore une fois, on peut peut-être dire, bah tiens, on va réserver aux Français un certain nombre d'aides. C'est pas ceux qui veulent. Alors si je comprends bien, ils veulent donner le droit de vote aux étrangers et ils veulent supprimer la nationalité aux Français qui se tiennent mal. Bon, moi je n'ai pas cette vision-là. Ça ne veut pas dire que je défends ceux qui sont des exilés fiscaux. Je trouve ça scandaleux. Mais le dernier exilé fiscal que j'ai vu, il faisait le concert de M. Hollande. Il s'appelle Yannick Noah. Voilà.
Parce qu'en même temps, vous répondez effectivement à chaque fois en parlant de ceux qui ont moins et qu'il faut protéger, mais on a le sentiment quand même que cette idée de la fiscalité spéciale sur les riches, ça ne vous plaît pas. Mais je m'en moque, monsieur, c'est pas mes amis, moi. Ce sont tous les amis de monsieur, et vous le savez bien, d'ailleurs, c'est vous qui l'avez dénoncé. Ce sont les amis de monsieur Hollande, ce sont les amis de monsieur Sarkozy. Ce que je veux dire, c'est que moi, je mens pas aux Français. Je leur dis pas, c'est en récupérant 300 millions d'euros qui sont un peu dérisoires qu'on réglera le problème. On le réglera en arrêtant une politique qui est trop généreuse, qui prend en charge toute la misère du monde alors qu'on n'en a plus les moyens. On réglera en recréant une justice fiscale qui permettra d'étaler les impôts, y compris sur ceux qui sont les plus riches, mais en supprimant toute une série de niches fiscales dont ils ont bénéficié et dont ils continuent à bénéficier, quels que soient les discours de la droite et de la gauche, en serrant la vis des banques, en serrant la vis de la grande distribution, en cassant le monopole des marchés financiers qui aujourd'hui fait que nous avons payé 1400 milliards d'euros d'intérêts dans les 40 dernières années alors que nous avons 1700 milliards d'euros de dette. Je m'attaque à vraiment ce qui fait souffrir la France, quoi. Et je ne m'attaque pas qu'à des symboles. Ce que je reproche à nos responsables politiques, c'est qu'ils ne s'attaquent qu'à des symboles. Et en cela, je trouve qu'ils font preuve de beaucoup de mépris pour les Français. Qu'est-ce qu'il pense, monsieur Hollande, honnêtement, du fédéralisme européen? Oui, non, plus, moins? Qu'est-ce qu'il pense? Il veut renégocier le traité qui, oui, qui est déjà signé. Mais dans quel sens? Plus de croissance. Plus de croissance. Ouais. Il va faire un traité en disant bonjour, je voudrais plus de croissance. Des mesures pour la croissance. C'est comme ça que ça marche. Bon, qu'est-ce qu'il pense de l'immigration? Qu'est-ce qu'il pense des plans de renflouement? On continue, stop encore, on ne sait pas. Le pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'il pense exactement, à part nous proposer un blocage des prix du pétrole pendant 3 mois, mais en même temps la taxe carbone qui va faire passer le litre d'essence à 3 €. Bon, qu'est-ce qu'il pense de la moralisation de la vie politique, avec les affaires Guérini, les affaires du Nord-Pas-de-Calais? Qu'est-ce qu'il propose pour la sécurité? Il n'y a rien. Depuis le début de la campagne, M. Hollande, il nous a fait 2 propositions, 60 000 professeurs en plus et 75% sur ceux qui gagnent plus d'1 million par an. Est-ce que vous croyez que c'est ça qui va changer l'avenir de la France? Évidemment que non. Quant à Nicolas Sarkozy, il joue le même jeu. Alors on lance des mesures en l'air, d'ailleurs le lendemain on ne se souvient même plus ce qu'il a proposé, parce qu'il y en a 3 ou 4 par jour, mais tout cela sans vision cohérente. Où veulent-ils mener la France? Quel est leur modèle économique? Quelle est leur vision de l'homme? Quelle est leur conception de l'économie? Quelle doit être sa place? Quel est le rôle des marchés financiers? Quel est le rôle de l'État? Doit-il être stratège, arbitre, absent? Voilà, c'est ça, ce sont ces grandes questions auxquelles il faut répondre et auxquelles, évidemment, il cherche à échapper. Tout le monde a un objectif, c'est la réduction de la dette. Zéro dette en 2016, 2017. Oui. Vous, ça vous... Zéro dette en 2016, non, ça c'est pas possible. Hein. 1700 milliards. C'est pas possible à votre en avis. 2016. Ce n'est pas tenable à votre avis. Non, mais c'est pas possible de résorber la dette. Non, ils disent zéro déficit. Déficit, pardonnez-moi, j'ai dit alors, dette, excusez-moi, zéro déficit. Ça revient, selon la modélisation que nous avons fait, à faire 120 milliards d'économies en 2015. Ils vont faire 120 milliards d'économies en 2015 ? Mais vous imaginez ce que c'est? 120 milliards d'économies, d'austérité? Mais c'est juste pas tenable. Donc encore là, on est dans le mensonge absolu. Le seul moyen de régler la dette, c'est de casser le monopole des marchés financiers, de rendre à la Banque de France la possibilité de créer de la monnaie et de monétiser la dette, c'est-à-dire de créer de la monnaie et rembourser en partie les intérêts et en partie la dette. Alors on vous écoute tout au cours de cette émission, on a le sentiment que vous êtes revenu sur le terrain économique. Maintenant vous êtes candidat, vous avez des signatures. Les polémiques, c'est terminé, on ne fait plus de polémiques comme vous l'avez fait par exemple sur la viande halal. Vous revenez sur votre terrain que vous avez choisi vous depuis le début, l'économie. Je vais pas vous... Si je vous réponds halal, vous allez me prendre pour une folle. Vous me posez des questions d'économie, je vous réponds économie. Mais le halal n'est pas une polémique, monsieur Darmon. C'est un sujet essentiel, parce que c'est un sujet qui touche à la confiance que doit avoir le peuple français par rapport à ses gouvernants. Ces gouvernants ont menti. Ils ont menti, comme peut-être ils ont menti pour d'autres scandales sanitaires. Ils ont menti comme ils ont menti hier pour le sang contaminé. Et ces choses-là sont gravissimes, parce que la moindre des choses, c'est la confiance que le peuple doit avoir dans ses dirigeants et la confiance que les dirigeants doivent mériter du peuple.
Donc vous restez, je reprends autrement la question posée par Mickaël. On dit Marine Le Pen va revenir sur ses fondamentaux, l'immigration, moins de social, parce que finalement, ça marche moins bien la campagne. Mais non, mais gardez les mêmes thèmes de campagne. Mais je garde les mêmes thèmes de campagne, c'est ce à quoi je crois au plus profond de moi-même. Je ne vais pas changer, je ne fonctionne pas avec les sondages, ni même avec les analyses des éditorialistes. Et heureusement, parce que très honnêtement, le nombre de fois où ils se trompent, vous voyez, mieux vaut quand même essayer de ne pas les écouter. Moi, j'écoute une personne, le peuple français. Voilà. C'est lui que j'écoute, c'est pour lui que je me bats. Ce sont ses intérêts que je défends dans cette campagne et les intérêts de personne d'autre. Merci Marine Le Pen. Merci beaucoup. Merci cher Mickaël. On laisse passer un petit mois. Oui, et on se retrouve au lendemain avec plaisir. du premier tour de l'élection présidentielle. À bientôt.